avec Marceau et Laurence. Radio X. C'est le temps de faire des heureux. Encore 20h23, Christian Page, l'enquêteur du paranormal, est avec nous. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est un animateur de télévision. Comment vas-tu? Très bien, toi? Oui, content. Après une chronique de sexe comme ça. Là. Oui, t'étais là? Maintenant que la table est mise. J'étais oui sur le cunilingus. Je me posais une question comme ça dans la voiture tout à l'heure. Je pensais à toi, puis je me disais, Christian, qu'est-ce qu'il aime le plus entre... quel médium aime le plus... qu'est-ce qu'il aime le plus, en fait, entre la télé et la radio? Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Je préfère la radio parce qu'il y a une liberté qu'on n'a pas à la télévision. Ouais. En revanche, ce que je préfère de la télévision, c'est bien sûr l'impact du message. Hein? Tu connais le principe. Dis-le une fois à la télé équivaut à 50 fois à la radio, là, parce que c'est un média qui est plus populaire. Mais somme toute, la radio me permet plus de liberté que la télé le fait. T'sais. La télé, on a énormément de balises à travers ça. Et c'est pas toujours facile. T'sais. Et ensuite de ça, dans bien des cas, à la télévision, t'as un aiguillage qui est très précis. Ouais. T'as exactement, si tu fais une émission d'1 heure, en fait, c'est 48 minutes 30 secondes. Il faut que ça tienne en 48 minutes 30 secondes. Il va y avoir du coupage, il va y avoir du montage. Alors qu'à la radio, on a une certaine liberté. C'est-à-dire qu'on a une chronique, on a 20 minutes, on prépare 20 minutes, mais si on fait 22 minutes, 23 minutes, c'est correct. C'est pas plus grave que ça. Donc, on s'arrange assez bien avec ça. Donc, c'est cette liberté à la radio que je préfère que la télévision. Mais reste que la télévision, faut pas se leurrer, c'est l'impact du message est beaucoup plus grand. Ouais, ben moi aussi, c'est le format de radio le soir, j'adore ça. Ouais. C'est la raison pour laquelle je fais de la radio de soir, c'est que quand on a des gens comme toi, on peut avoir des fois des psychologues, des psychiatres, des experts, des neurologues, ouais. Des neuropsychologues aussi. Des astrophysiciens. Ouais. On a du temps à leur consacrer. Ouais. Tu vois, moi, Yannick, depuis des années, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir une émission de 2 heures sur les phénomènes paranormaux. Ouais. Mais faire une émission sérieuse, donc avec un objectif d'éducation. C'est-à-dire qu'on parle de phénomènes paranormaux, mais on reçoit des astrophysiciens, on reçoit des médecins, on reçoit des physiciens, on reçoit donc des gens pas des illuminés qui vont nous raconter n'importe quoi, parce que c'est ça un peu le dommage, c'est que les phénomènes paranormaux ont mauvaise presse, et ils ont mauvaise presse. Pourquoi? Parce que dans ce milieu-là, puis il faut pas se leurrer, c'est un milieu non académique, c'est-à-dire que là, les gens vont me trouver un peu cru, mais il suffit que tu aies lu 2 ou 3 livres, ces ovnis, tu te fais imprimer des cartes d'affaires, puis ça te donne le droit de faire chier n'importe qui, là. T'as ta carte d'affaires ufologue, Joe Blow, voilà, je suis parti en business. Et il y a plein de gens comme ça qui se donnent des titres ronflants, puis souvent les associations, que ce soit des chasseurs de fantômes, chasseurs d'ovnis ou peu importe, ils ont souvent des titres très ronflants. L'Association internationale de recherche sur les ovnis, puis c'est 2 gars en bottes de caoutchouc qui se réunissent à Quaticook dans un fond de cour. Puis le gars, il est PDG. Voilà, bon. Donc, on a toute cette dynamique-là. Comme c'est un milieu non académique, les gens s'improvisent comme ils veulent. Ouais. Ils font à peu près n'importe quoi, tiennent les discours qu'ils veulent. Et ça, bien sûr, ça va hypothéquer le sérieux que l'on donne ou que l'on voudrait aux phénomènes paranormaux. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au moment où on se parle, il existe toute une communauté à l'échelle internationale composé par des gens qui ont des formations académiques, qui s'intéressent par la bande aux phénomènes paranormaux, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a à peu près dans le monde entier, au moment où on se parle, il y a à peu près 50 laboratoires de recherche sur les phénomènes paranormaux, ou bien associés à des universités ou indépendants d'universités, mais qui travaillent conjointement avec de la recherche universitaire. On parle à peu près de 50 à travers le monde. Donc, c'est très, très peu. Et les gens qui travaillent dans ces milieux-là sont eux-mêmes des gens des milieux académiques, qui viennent du milieu académique, et ces gens-là ne se mêlent pas aux chasseurs d'ovnis, ils se mêlent pas aux chasseurs de fantômes, parce qu'évidemment, on veut pas commettre un crime par association. Et moi-même, par exemple, je ne voudrais pas être associé à aucun groupement de ce genre-là, de peur de voir ma réputation hypothéquée par ces gens-là qui font n'importe quoi. Les hurluberlus ont fait mal à votre métier. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que tu dis, bon, avoir une émission où on pourrait recevoir des physiciens, des astrophysiciens, on pourrait parler de choses sérieuses. Ouais. Tu sais, comme par exemple, depuis l'avènement de la physique quantique. Moi, j'ai entendu là, les chasseurs de fantômes, les chasseurs d'ovnis, tout validé par la physique quantique. Oh, ouais, ça s'explique pas par la science, mais maintenant, la physique quantique. Comme si la physique quantique était devenue finalement la panacée miracle pour expliquer l'ensemble de tous les phénomènes paranormaux. Mais c'est faux.
C'est absolument faux. La seule chose jusqu'à maintenant que la physique quantique a amené dans le domaine des phénomènes paranormaux, c'est une révision des paradigmes, c'est-à-dire que autrefois, dans le domaine de la science, on disait que pour qu'un phénomène soit valable en science, il doit être reproductible à volonté. Et maintenant, la physique quantique dit, attention, des phénomènes, la physique quantique montre que des phénomènes peuvent être uniques et que des phénomènes peuvent être spontanés, c'est-à-dire qu'ils vont se produire dans des conditions tellement aléatoires qu'il sera impossible de les reproduire en laboratoire. Donc déjà là, cette notion de reproductibilité en laboratoire est un peu ébranlée par l'avènement de la physique quantique. C'est à peu près la seule chose que la physique quantique a apporté, si ce n'est aussi le lien quantique, c'est-à-dire que maintenant on sait, si on prend un atome, on le sépare, on sépare les particules et on en place une ici dans notre bureau, ici dans notre studio à Québec, et on envoie l'autre particule à l'autre bout de l'univers. Ces deux particules-là sont séparées de milliards, de centaines de milliards de kilomètres. Et soudainement, on met à faire vibrer la particule que l'on a ici en studio. On se met à changer sa vitesse de vibration. Instantanément, l'autre particule à l'autre bout de l'univers va changer sa modulation également. Pas des années après, à la vitesse de la lumière, non, instantanément. On ne l'explique pas encore, mais la physique quantique appelle ça le lien quantique. Donc, on sait que des particules sont liées entre elles et quel que soit l'éloignement, elles vont toujours réagir de la même façon. Alors, on pourrait se dire, est-ce que il y a quelque chose là-dedans qui nous rapproche des fantômes, par exemple? Le fait que dans certains lieux, on a comme l'impression qu'une énergie demeurait sur place. Oui. Je sais que beaucoup de chasseurs de fantômes vont utiliser ce lien quantique pour essayer de justifier des explications de cet ordre-là, mais disons, on est très très loin de la coupe aux lèvres à essayer de trouver un modèle théorique qui permet d'expliquer l'un et l'autre. Mais tout ça pour te dire que si on recevait des physiciens ici, on pourrait mettre la table et dire, bon, attends une minute, là. Qu'est-ce que c'est que la physique quantique et qu'est-ce qu'il y a de réalité là-dedans? Quelle est la réalité, par exemple, de la possibilité de visite extraterrestre? Quelle est la possibilité tu reçois des médecins, des urgentologues, des neurophysiciens qui vont te parler, par exemple, des expériences de mort imminente? Il y a de plus en plus de gens dans la communauté scientifique qui s'intéressent à ces phénomènes de mort imminente. Les neurophysiciens, par exemple, et les chercheurs dans le domaine des neurosciences s'intéressent de plus en plus aux histoires de fantômes. Ça, je trouve ça tout à fait fascinant. Hein? Oui. Il y a 50 ans, les gens qui disaient avoir vécu des expériences de fantômes, si on racontait ça publiquement, généralement, tu avais des associations sceptiques militantes qui disaient ces gens-là sont complètement crackpots ou ils ont abusé de substances hallucinogènes. Et d'un autre côté, tu avais la communauté scientifique qui disait ces gens-là souffrent de troubles mentaux. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui racontent des expériences comme celle-là ne sont plus traitées de la même façon. C'est-à-dire que les associations sceptiques n'ont pas changé, elles vont continuer de nier tout ça, mais il existe en parallèle toute une communauté de chercheurs dans le domaine des neurosciences qui se disent, attention, ces gens-là racontent tous à peu près le même genre d'expérience, il doit y avoir un lien, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et ce quelque chose, on commence maintenant à mieux le comprendre. Ça nous force pas à accepter l'au-delà. D'ailleurs, en fait, les recherches ne vont pas dans le sens de l'au-delà. Mais si on prend, par exemple, au cours des 20 dernières années, des chercheurs dans le domaine des neurosciences, et en particulier depuis qu'on peut étudier in vivo le cerveau. Donc, on place le cerveau d'un individu, on a l'individu devant nous, on le met sur moniteur, on place des électrodes et on le place devant différents stimuli pour voir comment le cerveau réagit. Et là, ce que l'on a découvert au cours des 20 dernières années, c'est que le cerveau est une mauvaise machine pour décanter la réalité. Il se met dès qu'il y a un stimuli qu'il comprend mal ou qu'il gère mal, il se met à créer des fantasmes qui sont perçus par le sujet comme étant la réalité. Donc, à des moments donnés, on a placé des gens dans des pièces sombres et il suffisait simplement de les toucher à gauche et à droite par des différents stimuli, des petits bras électroniques où on lançait des billes sur ces gens-là. Et soudainement, ils avaient l'impression qu'il y avait des gens autour d'eux qui les touchaient. Ils pouvaient sentir des présences autour d'eux. Et ça pouvait aller jusqu'à l'hallucination auditive ou visuelle. Ce qui montre bien que notre cerveau crée, et à partir de biais cognitifs, crée toutes sortes d'imageries et nous amène à fantasmer sur un univers qui en fait n'existe pas. Et l'un des chercheurs, l'un des pionniers dans ce domaine-là, il s'appelle Olaf Blanke. Il est le directeur du département de recherche de neurosciences de l'École polytechnique de Lausanne en Suisse. Mm-hmm. Et au cours des 10 dernières années, vraiment, Olaf Blanke et son équipe ont révolutionné notre façon de voir l'univers des fantômes et de la perception de type fantôme ou encore sortie hors corps que l'on appelait
autrefois les voyages astraux. Tu te rappelles de ça? Et là, ici, on est vraiment dans le domaine de la science. Imagine-toi la richesse d'avoir des gens comme ça en studio pour parler des expériences qui sont menées, comment elles sont faites, ces expériences-là, comment notre cerveau réagit en fonction de ça. On pourrait évidemment amener une vision différente des phénomènes paranormaux. La manifestation, elle est toujours là. Les gens qui croient voir des fantômes voient vraiment ce qu'ils croient être des fantômes. Tu comprends? Donc, la question n'est pas de dire ces gens-là mentent, ces gens-là souffrent de problèmes mentaux. Non, les gens vivent bel et bien des expériences qu'ils jugent souvent à tort comme étant de nature surnaturelle, parce que maintenant, on a de plus en plus d'explications rationnelles et scientifiques. Tu me parles des expériences de mort imminente. Oui, c'est fascinant. Une série actuellement sur Netflix, c'est une des séries les plus populaires, c'est The A-Ho. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Moi, j'en ai entendu parler, j'ai pas encore regardé. Oui. DOA. Puis moi, j'ai vu les 8 premières émissions. C'est basé sur les expériences de mort imminente. Puis c'est sûr et certain qu'il y a un peu d'Hollywood là-dedans. Ouais, c'est toujours. Mais visiblement, ça semble intéresser beaucoup de personnes. Oui. Fait que ce type d'émission-là fonctionnerait sans l'ombre. Parce que tu vois, dans le cas des morts imminentes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat scientifique sur lequel parce que le problème aussi, c'est d'avoir des échanges courtois et intelligent. Ce que l'on n'a pas vraiment dans le domaine du paranormal. Et moi, je m'en rends compte, il suffit, avec les propos que je viens de te dire, là, je sais, je vais arriver chez moi, je vais avoir une trolley d'insultes. Il est difficile d'avoir des échanges qui soient intelligents et courtois dans le domaine du paranormal. Oui. Et quand on parle des expériences de mort imminente, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, très souvent, on entre dans un domaine qui est vraiment un domaine académique. Les gens qui s'intéressent aux expériences de mort imminente sont souvent des médecins, des urgentologues, des neurophysiciens, des chercheurs dans le domaine de la neurologie. Et ces gens-là, donc, ce sont des académiciens, des gens professionnels, et tu les réunis autour d'une table et les échanges sont courtois et intelligents. Et très souvent, on est vraiment dans une zone grise, c'est-à-dire qu'il y a en fait deux écoles qui s'affrontent lorsque l'on parle des expériences de mort imminente. La première voudrait que l'expérience elle-même soit une création du cerveau. On a cherché longtemps à valider cette hypothèse. Jusqu'à maintenant, on avait proposé, par exemple, les cocktails chimiques. On sait que quelqu'un qui arrive à l'hôpital, qui est littéralement en mort physique, le cœur s'est arrêté. On sait que ces gens-là seront soumis à différents cocktails chimiques, des drogues, pour les ramener. Alors là, on disait, il y a une école de pensée qui disait, c'est peut-être ces fameuses drogues, certaines pourraient être des psychotropes, et les gens qui sont soumis à ces drogues, ce cocktail pharmaceutique, peut-être ces drogues-là vont générer l'expérience de la vision de l'au-delà. Ça, c'était donc dans cette école, on avait ça. L'autre école, toujours dans la même veine, c'était de dire, oui, mais quand le cerveau manque d'oxygène, peut-être que le cerveau se met à fantasmer et voit des images qui, en fait, sont générées par le cerveau. Ça n'a rien à voir avec l'au-delà. C'est généré par le cerveau et c'est une conséquence d'une carence en oxygène du cerveau qui crée ça. On sait que ces hypothèses-là ont été éliminées. C'est pas ça qui se passe. Ça ne veut pas dire que le cerveau ne génère pas l'image, mais on sait que ces deux hypothèses-là ne tiennent pas la route. Et d'un autre côté, donc on essaie de trouver de nouvelles hypothèses. C'est sûr que ça doit être le cerveau qui imagine ça, mais comment le fait-il et pourquoi le fait-il? Donc c'est à peu près, disons, l'approche cartésienne, c'est celle-là. Et puis une approche plus ésotérique ou mystique, qui, elle aussi, est encore véhiculée par des gens du milieu académique, mais qui sont, disons, ils ont une approche plus ouverte, où ils disent, non, c'est vraiment une vision de l'au-delà, donc la conscience continuerait de vivre en dehors du corps physique. Et là, eux aussi ont essayé de le valider par toutes sortes de moyens. Ils n'ont pas réussi. Donc, on est vraiment dans une zone grise. C'est-à-dire que l'expérience, elle est réelle. Et je pense que une école comme l'autre reconnaissent la réalité de l'expérience. Mais l'une essaie de l'expliquer par des moyens neurologiques. L'autre essaie de l'expliquer par des moyens, disons, plus ésotériques ou mystiques. Mais c'est le fun d'avoir ces gens-là réunis autour de la table et avoir des échanges intelligents. Et on voit jusqu'où peut aller les sciences physiques et ce que l'on connaît dans le domaine de la science et de la mort du cerveau. Tu sais, il y a à peine 50 ans, un arrêt cardiaque était considéré comme étant la mort. Ton cœur s'arrête, t'es fini. Maintenant, on considère que c'est l'arrêt, là, à un moment donné, il y a 20 ans, on disait que c'était l'arrêt du cerveau. Quand un encéphalogramme était plat, on disait la personne est morte. Maintenant, ce qui justifie la mort, c'est l'absence de réaction à la rétine de l'œil. Donc, on voit que même la mort est un protocole qui évolue à travers le temps. Donc, aujourd'hui, dans un hôpital, tu arriverais là, tu serais littéralement en état de mort cérébrale, encéphalogramme plat. Ce n'est qu'à partir du moment où les médecins vont constater qu'il n'y a pas de réaction à la rétine de l'œil, que si tu as signé ta carte de don d'organes, on va décider de les prélever. Donc, c'est à peu près le protocole que l'on accepte aujourd'hui. On se dit, s'il n'y a plus de réaction à la rétine de l'œil, l'individu est réellement mort. Mais l'est-il vraiment?
Donc peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on va découvrir qu'on peut reculer encore la frontière de la mort. Que même lorsqu'il y a une absence de réaction à la rétine de l'œil, le cerveau n'est pas tout à fait mort et pourrait continuer de générer des images. C'est vrai quand on y pense. Comment on traitait les gens qui tombaient dans le coma dans les années 1600? Il est mort. C'est ça. Donc, on allait souvent très rapidement. Il est mort. Tu sais. Ouais. Donc là, on fait toutes sortes de découvertes dans ce sens-là. On recule les frontières de la mort. Mais bon, le principe reste à peu près le même. C'est qu'à la base, à peu près 30 secondes après que le cœur s'est arrêté, le cerveau cesse progressivement de fonctionner. Donc, on considère que 30 secondes après la mort cardiaque, l'arrêt cardiaque, le cerveau n'est plus en mesure, il n'est pas mort, mais il n'est plus en mesure de générer des souvenirs et des images. Donc, si le voyage, parce que c'est de ça qu'on parle, le voyage de l'expérienceur, entre guillemets, se produit au-delà de ce fameux 30 secondes après l'arrêt cardiaque, là, on est réellement dans un univers, on est face à un problème médical. Il y a quelque chose qui doit se passer pour justifier l'apparition de ces souvenirs-là. C'est fascinant, mais malheureusement, il n'y a pas de tribune où on peut échanger de manière intelligente, soutenue, avec des gens du milieu académique pour parler des phénomènes paranormaux au Québec. Et c'est très dommage, parce que je sais que ça se fait aux États-Unis. Oui. Mais bon, faut croire qu'ici, on est encore un peu à la traîne. Mais tu sais quoi, Christian? Ouais. Je te l'offre. Si un jour, ça te tente de faire un vendredi où on va parler de ce type d'affaires-là, puis tu nous dis, Yann, j'aimerais ça inviter 2 scientifiques de renom qui ont peut-être pas les mêmes idées, mais qui ont quand même beaucoup d'informations chacun de leur côté. Ils vont être avec nous, puis on va discuter toute la soirée. Ben, j'accepte ton invitation. Parfait. Je te l'offre 2 heures, là. Ouais, OK. Peut-être 10, 2h10. OK. C'est cool. OK, hey, c'est bon. Tout à l'heure, tu me parlais d'atomes qu'on pouvait séparer, puis tu laisses une partie de cet atome-là sur Terre, l'autre, tu l'envoies sur la Lune, on fait vibrer l'atome, et simultanément... une particule de l'atome. Une particule, et simultanément, l'autre à l'autre bout commence à vibrer aussi. On s'explique mal ça. Parce que si vous comprendre que les atomes sont composés au centre d'un neutron, ils ont un électron et un proton qui gravitent autour. Et là, dépendamment de la quantité de protons et d'électrons, de ces particules qui composent l'atome, on aura la différence entre de l'hydrogène, de l'oxygène, etc. Donc, mais on comprend pas pourquoi à une telle distance, ces éléments-là réussissent à communiquer ensemble. Instantanément. C'est surtout ça, c'est instantanément parce qu'on se dit qu'une information, supposons qu'il y a une information, parce que c'est ça, si tu fais vibrer ton électron là à une vitesse X, cette information-là doit être véhiculée à l'autre électron. Voilà. Mais en théorie, l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière. La lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. C'est quand même très vite, mais on est à 1 seconde, par exemple, de la Lune. On est à 4 minutes de Mars. Donc, on voit les distances. Si tu prends cet électron-là et tu l'envoies à l'autre bout de l'univers, tu es à des centaines de millions de milliards de kilomètres de la Terre. Alors, tu te dis que ça devrait prendre des années à la vitesse de la lumière pour que cette information-là arrive à l'autre électron. Mais c'est pas ça qui se produit. Il change sa particularité instantanément. Donc, la vitesse est instantanée. Il n'y a pas de vitesse de la lumière qui tienne, c'est instantané. Donc, il y aurait quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le lien quantique. C'est comme si ces particules-là étaient reliées entre elles par un élastique invisible que tu aurais beau l'étirer jusqu'à l'autre bout de l'univers, l'élastique va toujours rester. Parfait. Ça m'amène à ces 2 particules. Ça m'amène à te parler de quelque chose que moi j'ai vu dans un de tes... je pense que tu avais fait ce reportage-là où c'était une histoire que tu racontais à la télé, mais un homme qui habitait dans le secteur de Beauport, il était dans le bois. Bon, il y aurait eu la visite de quelques hommes en noir qui avaient le teint très pâle, mais il semblerait que lui avait réussi, avec des ampoules, à les faire allumer à plusieurs kilomètres de distance sans aucun fil. Ouais. Puis tu vois, tu me parlais de ça, je me suis dit, mais... ce gars-là aurait probablement réussi la même chose. Ça s'avère vrai, cette histoire-là? Ouais. Ça, c'est une histoire qui est bien connue des gens de Québec là et des gens de Beauport. Les gens qui sont un peu plus âgés se rappellent d'Arthur Matthews. Ça, c'est le nom du bonhomme en question. Ce Arthur Matthews, c'était un personnage assez étrange. Il travaillait pour le CN, c'est de mémoire, et il avait une petite maison au lac Beauport. Il avait développé dans son atelier toutes sortes de trucs. Et rappelle-toi, dans l'univers de ces histoires étranges et paranormales, un nom revient souvent, celui de Nikola Tesla. Oui. Donc, Nikola Tesla... Il fait des beaux chants, lui.
Effectivement, on a une voiture qu'on a nommée en son honneur, mais Nikola Tesla est un personnage assez étrange. Ouais. Il a travaillé, c'est un scientifique qui était serbe, je crois, ou un truc comme ça, donc il venait de cette région de l'Europe de l'Est. Il arrive, il va s'installer aux États-Unis, il va travailler à toutes sortes de projets, et il avait toutes sortes de visions un peu étranges. Hein? Donc, on est vraiment dans le domaine de la science limite. Et Nikola Tesla, par exemple, disait qu'il était en mesure de canaliser l'énergie qu'il y avait dans l'air. Il disait donc pas besoin de câbles comme Hydro-Québec ou autre. Il y a cette énergie dans l'air et si on pouvait la capter, comme on capte des ondes radio, on pourrait alimenter des villages entiers sans avoir besoin et donc ce serait de l'énergie gratuite. Et à un moment donné, il avait fait une expérience pour prouver son point, mais tu vas voir, c'est vraiment un scientifique très marginal. Pour prouver son point, il avait installé comme par exemple 2 tours qui étaient situées à 30 ou 300 km de distance, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, il avait allumé des ampoules dans une tour et envoyer un courant dans l'autre en manipulant des manettes. Et voilà que les lumières s'étaient allumées dans l'autre tour qui était éloignée de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Mais tout ça sans fil, sans rien. Et quand il a eu prouvé son point, il a détruit l'installation de façon à ce que personne sache comment ça fonctionnait. Donc, tu vois un peu le personnage. Il voulait montrer son point, merci, bonsoir. Nikola Tesla, par exemple, on lui a donné maintenant le prix Nobel de physique, ouais. Mais on avait donné en 1912 le prix Nobel de physique pour la communication sans fil à Marconi. Et Tesla était en maudit parce que lui, en fait, des années avant Marconi, il faisait bouger un bateau dans un bassin à New York avec une télécommande. Donc, c'est de la communication sans fil. Quand il a appris que Nobel avait donné son prix à Marconi, il était vraiment fâché. Et des années après, quand on a voulu donner à Nikola Tesla un prix Nobel pour un autre truc, je pense qu'il avait inventé l'alternateur ou un truc comme ça. Il l'a refusé en disant mais non, vous êtes donc ben poche, vous avez donné l'autre prix à Marconi. C'était vraiment un scientifique très marginal. Oui. Je me rappelle, et là je te cite des trucs de mémoire, il avait travaillé pour General Electric, je crois. Pourquoi avoir détruit cette il voulait prouver son point. Il voulait prouver son point. Mais t'imagines aujourd'hui? Oui. À un autre moment donné, je crois qu'il travaillait pour General Electric. Et à cette époque, il y avait toutes sortes de, pour ce qui est de l'énergie électrique, il y avait General Electric et il y avait Edison qui faisait du courant électrique. Et pour prouver que le courant électrique en continu ou alternatif était pas bon, ou que c'était le courant alternatif qui était pas bon. Bref, on avait décidé, on avait fait une entente avec les prisons aux États-Unis pour électrocuter les gens avec un courant continu. Fait que vous voyez comment c'est dangereux ce courant-là, ça tue le monde. Et là, bref, tout ça c'est en fait qu'éventuellement General Electric a été en problème financier et pas Marconi, mais Tesla avait inventé le courant alternatif. Et puis à ce moment-là, il a donné littéralement son brevet à ses amis de General Electric pour les refinancer. Donc tu vois, c'est un type qui était pas intéressé par l'argent, il distribuait comme ça des brevets pour aider des gens. Et finalement, il est mort au début des années 40. Puis là, je veux pas que les gens m'appellent pour me dire que je me suis trompé de date ou de truc, là, parce que vraiment, je te cite tout ça de mémoire et c'est très très loin. Mais bref, il est mort dans les années 40 à New York. Il avait acheté, je crois, le dernier étage de l'hôtel à Historia, là, Adolphe Historia ou un truc comme ça, là. Et il vivait dans cet appartement, dans ces appartements-là, pauvrement. Il allait nourrir des pigeons à Central Park. Et c'était Nikola Tesla. Tu sais, c'est un des plus grands génies de la planète, mais vraiment tellement marginal que quelque part, il s'était mis un peu à dos les penseurs parce qu'il était tout le temps un peu à contre-courant. Donc, on en revient à notre type, Arthur Matthews. Matthews, lui, disait... On peut pas le prouver, mais Arthur Matthews disait qu'il avait des échanges avec Nikola Tesla, qu'il y a eu des échanges épistolaires, il avait envoyé des lettres à Nikola Tesla, ils avaient eu des échanges entre eux. Même Matthews se plaisait à dire que Nikola Tesla lui aurait même rendu visite à sa résidence de Lac-Beauport. Ça reste excessivement discutable, mais enfin... Quoi qu'il en soit, c'est vrai que de son vivant, Arthur Matthews avait un peu récupéré les pensées et les idées de Nikola Tesla et il avait mis au point toutes sortes d'inventions. Et moi, la fille de Arthur Matthews me racontait que chez elle, par exemple, il y avait aucun fil, il y avait comme le jardin arrière, la cour arrière, il y avait des lumières qui étaient là. Ouais. On faisait une patinoire, les enfants allaient jouer sur la patinoire, il n'y avait aucun fil, pourtant il y avait des lumières dans les poteaux et les lumières s'allumaient.
comme si du courant électrique était distribué dans l'air et qui réussissait à éclairer tout le jardin. Et c'était toutes sortes de trucs comme ça. La fille de Matthews, Ruth Matthews, qui me racontait toutes sortes de trucs que son père avait inventés et qui étaient tout à fait bizarres et qui semblaient apparemment défier les lois de la physique. Et malheureusement, lorsque Arthur Matthews est décédé, il avait sa maison était située au pied de où se trouvent aujourd'hui les pentes de ski au lac Beauport. Il y a une piste de ski. Exactement à la base, c'est là que se trouvait la maison d'Arthur Matthews. Et après son décès, la maison a été abandonnée. Il y a des vandales qui ont vandalisé la maison, vandalisé les hangars et éventuellement tout ça a été boulé. Donc toutes les inventions, tous les écrits d'Arthur Matthews ont à peu près disparu. Donc on ne sait pas quelle était l'importance de ces découvertes, mais tout ça a disparu. Mais de témoins visuels, Matthews avait trouvé le moyen d'exploiter des découvertes que l'on prêtait à Nikola Tesla aux États-Unis. Et lorsque tu parlais à la fille de Matthews, est-ce qu'elle t'avait confirmé qu'il y avait eu de la visite, des hommes en noir? Oui, effectivement. Elle me disait que, d'ailleurs, son père refusait toujours que eux, les enfants et la famille aillent visiter l'atelier. Vraiment, l'atelier, c'était le jardin secret d'Arthur Matthews. Et elle m'a raconté qu'à plusieurs reprises, des gens, elle disait entre guillemets, des gens du gouvernement étaient venus voir son père pour discuter avec lui de ses inventions, tout ça. Et évidemment, elle était tout jeune, elle avait 8, 10 ou 11 ans au moment où tout ça se passe, mais elle se rappelle distinctement de ces fameuses visites où des gens allaient parler avec Arthur Matthews pour connaître des détails sur ses expériences. Donc, c'est vraiment une histoire assez incroyable, ce personnage d'Arthur Matthews. Mais ça donne froid dans le dos. Tu nous parles de l'expérience de Nikola Tesla. Matthews aurait peut-être réussi à faire la même chose, créer de l'électricité avec absolument rien. Absolument rien. Donc, on comprend que les compagnies qui fournissent du courant électrique, que ce soit Hydro-Québec ou d'autres compagnies, évidemment, si c'est une réalité de pouvoir canaliser de l'énergie de cette manière-là et pouvoir s'en servir pour alimenter des appareils électriques et qu'on pourrait la puiser directement dans l'air autour de nous, on comprend que ces grandes compagnies-là n'ont pas intérêt à ce que de telles inventions voient le jour. L'enquêteur du paranormal est avec nous ce soir. Il se nomme Christian Page, toujours un personnage très apprécié dans l'émission Marceau le soir. Il est avec nous jusqu'à 22h. Si vous avez des questions pour lui, vous pouvez nous écrire sur le live à radiox.com. Et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers, je vous invite à aller faire un tour sur sa page web, christianpage.ca. 20h50, courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. Beaucoup de questions de votre part sur le live à radiox.com pour Christian Page, qui est l'enquêteur du paranormal. Peut-être parler du phénomène de la combustion spontanée. Est-ce que, à l'heure actuelle, on sait qu'est-ce que la combustion spontanée? Donc, des gens qui se mettent à brûler, des gens qui tombent par terre puis qui se mettent à brûler. C'est dans l'imaginaire un peu, mais il semblerait que ça a déjà existé. Ouais. On va faire tout de suite un correctif. C'était le Waldorf Astoria. Donc, notre fameux hôtel à New York où vivait Nikola Tesla à son décès. Bon, pour ce qui est de la combustion humaine spontanée, là, il y a effectivement, ça fait partie de l'imaginaire, cette idée-là que, puis on comprend, c'est un peu terrifiant, c'est l'idée que l'on puisse s'enflammer comme une torche spontanément, d'où spontané dans la combustion, et on brûle. Et il y a des cas apparemment bien documentés qu'on nous dit où des gens ont été retrouvés, en fait, le corps littéralement réduit en cendres. Souvent, il va ne survivre de cette combustion, il ne va subsister de cette combustion qu'un pied, une main, une partie du crâne, mais le reste du corps est réduit en cendres. Et généralement, lorsque l'on parle de ces cas de combustion spontanée, on nous dit que l'environnement a peu souffert de cet incendie. Bien sûr, la chaleur aura entraîné la fonte, par exemple, d'objets en plastique qui étaient placés près du corps que brûlé, mais le feu n'a pas ravagé l'établissement. Alors là, on est vraiment on a plusieurs problèmes physiques. D'abord, il y a une première chose qu'il faut se dire, c'est que on comprend assez bien comment fonctionne le feu. Donc, dans le cas d'un environnement où on est plutôt mal éclairé, mal aéré, il y a comme deux phénomènes qui vont se produire. C'est-à-dire que le feu va augmenter, la température va augmenter. Si tu fournis, donc ton environnement est mal aéré, mais si soudainement tu lui fournis une quantité importante d'oxygène, il y a un phénomène qu'on connaît bien qui s'appelle le phénomène du bad draft. C'est-à-dire donc l'explosion de fumée
qui soudainement, en ouvrant une porte ou une fenêtre, le paf va littéralement remplir les lieux. Donc ça, c'est le bad draft, c'est l'idée de cette explosion de fumée. Et puis, si tu ne fournis pas en oxygène soudain de cette manière-là, le feu va augmenter dans ta pièce et là, il va y avoir l'embrasement spontané. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux alentours de 800 ou 900 degrés, tout ce qui se trouve dans l'appartement qui peut brûler va s'enflammer. Donc, c'est vraiment une boule de feu qui se déclenche à la grandeur de l'appartement. C'est pas ça qui se produit dans le cas de nos combustions humaines spontanées. Donc, on s'étonne, si on est dans un appartement et que la température, parce que pour brûler un corps, on comprend qu'il faut monter la température à plus de 1000 degrés pour brûler un corps. Pour te donner un exemple, lorsque l'on brûle un corps dans les fours crématoires, là, dans les centres de funéraires, on va placer le corps et il va brûler pendant 4 heures à peu près à des températures qui vont aller jusqu'à 2000-2500 degrés. Et même après ça, il va rester des os parce que quand on donne la urne funéraire, c'est pas vraiment les cendres que l'on a, c'est les os broyés, réduits en poudre. C'est ça que l'on donne aux gens. Et quand il reste des os, qu'est-ce qu'on fait, Christian? On les réduit en cendres, on les broie. Avec quel appareil? Un broyeur. Un broyeur, une sorte de grinder. Je me sens super bien. On met ça vraiment, ça me dérange pas. On met ça dans une urne et c'est ça qu'on donne aux gens. Donc les gens, c'est un peu une erreur en disant j'ai les cendres de mon père ou de ma mère. Ouais. C'est pas vraiment les cendres, ce sont les os réduits en poudre que l'on a. On voit que Laurent, c'est très enthousiaste. Bon de perdre connaissance. Mon Dieu! Par notre sujet. Donc, on comprend que pour brûler un corps... Mon Dieu! Mais tu peux... Excuse-moi, Christian, mais c'est parce que des fois, tu peux faire des colliers, puis dans les colliers, tu sais, tu peux faire mettre un petit peu de cendre. Ça veut dire qu'admettons, tu regardes, j'ai les cendres de ma mère. En fait, non, t'as les os de ta mère dans ton cou. Oui. Intéressant. Donc, on comprend que pour arriver à cette combustion, il faut monter la température. Or, pourquoi est-ce que l'appartement ne prend pas feu de lui-même? Il n'y a pas cet embrasement. Alors là, évidemment, il y a toutes sortes de discussions qui se posent. Est-ce qu'il y aurait des anomalies de la façon dont le feu va se répandre? Une chose est certaine, c'est qu'on n'a pas de cas pathologique démontrant un incendie de l'intérieur du corps. Parce que c'est souvent ça que les tenants de la théorie de la combustion humaine spontanée disent, le feu naît de l'intérieur. C'est pas tout à fait vrai. Parce que tous les corps, à moins d'être réduits ensemble, on peut pas le savoir, mais on n'a jamais vu à la morgue quelqu'un arriver là, physiquement intact de l'extérieur, puis au moment où le pathologiste ouvre le corps, il découvre qu'à l'intérieur, les organes ont brûlé. Pourtant, la personne devrait mourir avant que tout le corps soit embrasé. T'sais. Quand ton foie brûle puis ton estomac brûle, généralement, tu te sens pas bien. Normalement, tu le sens. Donc, c'est jamais arrivé. On n'a pas un cas comme celui-là où les organes auraient brûlé à l'intérieur et que le corps est intact. Donc, il faut donc supposer que le feu se produit réellement de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, la théorie la plus en vogue, c'est l'effet bougie. Donc, l'effet bougie, on a des gens qui seraient dans leur appartement, par exemple, regardent la télévision, et soudainement, ce sont un fumeur, il va échapper, parce que c'est vrai que dans la plupart des cas recensés de combustion spontanée, il y avait une source de flamme vive à proximité. Donc, un foyer, un radiateur qui faisait avec des éléments chauffants, ou que la personne était un fumeur. Donc, l'hypothèse de l'effet bougie, c'est la personne est chez elle, elle fume, par exemple, dans un endroit mal aéré. Le feu va, par exemple, tomber sur sa robe de chambre et va prendre feu. La personne essaie de l'éteindre et là, incapable, le feu va augmenter, la personne va s'écrouler sur le sol et les vêtements vont... Imagine-toi une bougie, mais inversée. Au lieu que la mèche soit au milieu de la bougie en cire, en paraffine, là, c'est l'inverse. Ta mèche, c'est l'extérieur. Ce sont tes vêtements. Et la substance brûlante, celle qui va, le combustible, la paraffine, ce sont les graisses humaines. Donc, les vêtements brûlent et la personne est écroulée sur le sol, donc elle va mourir éventuellement. Les vêtements en brûlant vont faire fondre les graisses corporelles et ces graisses corporelles-là vont alimenter les flammes. Comme l'endroit est mal aéré, les flammes, évidemment, ne monteront pas beaucoup parce qu'elles vont trouver le minimum d'oxygène dans l'appartement et dans la matière qui brûle pour s'alimenter d'elles-mêmes. Et lorsque les graisses auront fondu de manière substantielle, ne seront plus capables d'alimenter les flammes, tout va s'éteindre et éventuellement, on aura ce corps réduit ensemble. C'est une hypothèse qui semble fonctionner. Je dis qui semble fonctionner. Que, mettons, mon premier réflexe, si j'étais un scientifique, ce que je ne suis pas, ce serait de faire la même expérience avec un cochon. Mm-hmm. Je l'habillerais, je mettrais un beau T-shirt. Une belle robe de chambre. Et là, je vais te faire une révélation. Oui. Je ne devrais pas le dire parce que là, je vais parler contre la télévision. Oh!
pensais que tu allais nous annoncer que tu avais déjà fait brûler un cochon. Non. Cette expérience-là que je viens de te parler. Un bébé cochon. Oui, c'est cette ça. expérience-là dont je viens de te parler, l'effet bougie. Oui. Cette expérience-là, dans des émissions à caractère ou à vocation sceptique, on a fait cette expérience-là avec un cochon, avec un porc, parce qu'effectivement, la structure d'un porc ressemble assez bien à un humain, donc la comparaison se fait. Donc, on a habillé un porc, on l'a mis sur un matelas, on a sacré le feu dedans, puis on a attendu qu'il brûle, puis là, on a regardé, puis après 7 ou 8 heures, il avait brûlé, il était réduit ensemble, puis on s'est dit, voilà, c'est ce qui se passe, merci, bonsoir, les combustions humaines spontanées sont expliquées. Ce qu'ils ne t'ont pas dit. C'est ça le problème, c'est pas ce qu'on te dit, c'est ce qu'on te dit pas. Pour pouvoir alimenter le feu sur notre fameux cochon, il a fallu l'arroser d'essence parce que le feu prenait pas. Donc, les graisses arrivaient... En fait, la combustion des vêtements ne permettait pas de faire fondre les graisses corporelles. Donc, on l'arrosait d'essence pour que finalement le feu pogne. J'imagine mal le gars chez lui avec sa robe de chambre en train de brûler qui dit « Attends une minute, je vais aller me chercher un gallon d'essence pour me vider ça sur la tête. » Bougez Donc pas. ça, on te dit pas ça. Ce qu'on ne te dit pas non plus, c'est que toutes ces expériences, à peu près, ont été menées dans des containers comme ceux que tu trouves dans les ports. Par exemple, quand les bateaux arrivent pour décharger le marchandise, un container en métal. Donc, on a placé un matelas, notre cochon dans le container, puis on a mis le feu après, puis là, on a réduit le corps ensemble. Mais ça, c'est pas un appartement. Un appartement, il y a des fenêtres. Oui. La chaleur augmentant va faire éclater les fenêtres. Et là, tu auras cette accumulation d'oxygène qui va entraîner ou bien la combustion, l'embrasement spontané de tout le reste de l'appartement, ou bien le bas de draft. Moi ou toi ou Laurence ici, on vit pas dans un container en métal. C'est ça qu'on me dit pas. Donc, l'expérience, oui, elle fonctionne, à condition d'arroser ta carcasse de porc d'essence et de la mettre dans un container en métal. Là, ça va marcher. Mais c'est pas in vivo, ça. La réalité, c'est pas ça. Les gens qu'on a retrouvés dans des appartements brûlés, ils vivaient dans un appartement où il y avait des fenêtres et l'augmentation de la température aurait dû faire éclater les fenêtres et entraîner un embrasement spontané ou encore un phénomène de bas de draft, ou à tout le moins, que les flammes n'auraient pas réussi à atteindre une chaleur au point de faire fondre les graisses corporelles pour continuer d'entretenir l'incendie. Donc là, on a un problème. Contrairement à ce que les sceptiques nous disent, in vivo, cette expérience-là de l'effet bouger ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver autre chose. La seule autre hypothèse qui est valable, puis encore là, ça reste discutable parce qu'on n'a pas réussi à le démontrer, c'est que le corps, en fait, deviendrait soudainement... On oublie l'idée que le feu naît de l'intérieur, c'est pas ça. Il y a toujours il y a toujours une source de flamme qui va alimenter le feu. Mais pourquoi est-ce qu'on brûle de cette manière-là? Pourquoi les gens brûlent de cette manière-là? Alors, la seule autre hypothèse, mais on n'arrive pas à la démontrer, c'est qu'à des moments donnés, le corps deviendrait plus inflammable. Donc, et là, une hypothèse, puis là, évidemment, on marche sur des œufs. Une des hypothèses qui a été proposée, c'est que en fonction de notre état physique, notre état de santé, parfois, nos tissus deviendraient saturés en acétone. Donc, une personne qui est en mauvaise santé, et en particulier les gens qui font des régimes alimentaires drastiques, augmentent le niveau d'acétone dans leurs tissus adipeux. Ce qui veut donc dire que tu deviens plus inflammable puisque tu es saturé en acétone. Donc, si soudainement tu mets le feu à tes vêtements et que ton corps est saturé en acétone, est-ce que tu vas brûler plus vite? Évidemment, des chercheurs ont dit il faudrait que tu sois mauditement saturé en acétone pour rendre ton corps combustible aussi inflammable que ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est une hypothèse qui a été proposée qui pourrait expliquer. Moi, c'est ce que je pense. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je pense qu'il n'y a pas de feu qui naît de l'intérieur. Je pense que c'est toujours les gens qui mettent le feu à leurs vêtements, soit parce qu'ils se sont collés à un foyer, à un radiateur, ou qu'ils ont échappé une cigarette sur eux. Je pense que c'est toujours ça qui se produit. Mais que à ce moment-là, les victimes avaient un corps qui était plus inflammable que le commun des mortels, ce qui explique pourquoi ils ont brûlé si rapidement. Quand on regarde des photos, je sais pas si tu as regardé, Laurence, les photos des phénomènes de combustion humaine spontanée. Combustion humaine spontanée, la personne est en cendre sur le tapis et il y a juste
sais, il y a juste le tour de la personne qui est brûlé, mais le reste l'est pas. Le tapis, le reste est correct. Tout est intact. Des fois, c'est dans le lit. Ouais. Sous la personne, c'est brûlé, mais autour du lit, tout est beau. Tu vois, j'ai enquêté il y a quelques mois encore. J'étais au bureau dans l'État du Vermont, dans l'État de New York, dans le nord de l'État de New York. Il y a, dans les années 80, un pompier qui a brûlé de cette manière-là, un cas peut-être de combustion humaine spontanée. Et il y a quelques mois encore, j'étais avec le shérif de la ville et on a parlé de ce cas-là. Et il m'a sorti le dossier. Donc, pour la première fois, un journaliste avait accès au dossier. Il me sort le dossier. On avait toutes les photos de l'appartement, le corps brûlé, le lit brûlé. Et eux-mêmes, 25 ans s'est écoulé depuis cet événement-là et ils ont pas d'explication. Pour eux, la seule explication, c'est la combustion humaine spontanée. Les pompiers ne comprennent pas pourquoi l'appartement n'a pas brûlé, mais que seulement le corps de ce pompier, un type qui s'appelait Joseph Mott, je crois, comment ce cas-là, ce bonhomme-là a brûlé de cette manière-là. On n'arrive pas à l'expliquer. Un cas plus étonnant encore, on est au début des années 60, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 1964 ou 1965. On se trouve en Pennsylvanie et là, on a le corps d'une certaine Helen Conway. Ça, c'est assez extraordinaire parce que le problème dans les combustions humaines spontanées, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'on dit, Madame X ou Madame X ou Y a été vue en après-midi vers 14h, elle est allée sortir son chien, elle est rentrée chez elle et on va retrouver son corps carbonisé, réduit en cendres que le lendemain ou le surlendemain. Mais à quel moment le feu a-t-il débuté? Combien de temps a-t-il duré? Donc, on n'arrive pas exactement à voir l'échelle de temps. Dans le cas de Helen Conway, là, on est vraiment dans un autre domaine. Donc, il y a cette dame, elle habite chez son fils. Et donc, le fils et sa femme décident de partir, on est un dimanche matin, ils décident de partir pour aller aux célébrations dominicales du dimanche. Donc, ils quittent la maison vers à peu près 8h30. Donc, à quelques minutes près. Il est 8h30, on veut assister à la messe de 9h. Donc, on part à 8h30. Madame Conway, quelques minutes après le départ de son fils, appelle sa petite fille. Donc, la petite fille est restée à la maison. Elle regarde des dessins animés. La petite fille, donc, Madame Conway appelle sa petite fille. La petite fille monte à la chambre de Madame Conway au 2e étage et elle demande à sa petite fille, de lui amener des allumettes. Madame Conway est une fumeuse, on s'entend là-dessus. Donc, la fillette descend, va chercher des allumettes, remonte, donne les allumettes à grand-maman et puis la fillette va retourner écouter les dessins animés. Au mieux, il est à peu près quoi? 8h45, 9h moins 10, à peu près, si on regarde l'échelle de temps. Et là, quelques minutes après, on cogne à la porte, la fillette va ouvrir la porte, et là, on lui dit qu'il y a une lueur orangée dans la chambre du 2e étage. La fillette monte rapidement. Comme elle vient pour mettre la main sur la poignée de la porte est brûlante. Elle se retire sa main, appelle les pompiers, qui arrive. Et là, on a l'échelle de temps très précis. L'appel est logé à 9h moins 3 minutes. Les pompiers arrivent sur place à 9h07. Lorsqu'ils entrent dans la chambre de Madame Conway, on a énormément de fumée. Tu peux aller voir d'ailleurs les photos de Helen Conway. Il y a énormément de fumée dans la pièce, pas beaucoup de flammes. Quand on réussit à éteindre les quelques flammes qui étaient dans le coin de l'appartement, de la pièce en question, la chambre de Madame Conway, il n'y a plus sur la chaise que les jambes de Madame Conway. Oui. Et mon Dieu. Tout le corps et le haut du corps de Madame Conway a disparu, littéralement réduit en cendres. Et là, on a une bonne échelle de temps. On sait qu'au maximum, il aura fallu 9 minutes à Madame Conway pour brûler de cette manière-là. 9 minutes. Et ça, évidemment, on n'arrive pas à expliquer comment on aurait pu réussir à réduire un corps en cendres, et ce, en 9 minutes. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé des gens? Voyons, Yann. Donc, on a des cas bien pour divertir. Ouais, on a des cas bien ça. documentés, intéressants. Oui. Mais jusqu'à maintenant, il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent. Moi, évidemment, si je fais appel à mon rationalisme, je te dirais que l'hypothèse de l'effet bougie, l'effet mèche, est probablement l'une des bonnes explications. Je pense que dans bien des cas, c'est sûrement ce qui s'est produit. Mais il y a quelques cas qui semblent échapper à cette explication, et en particulier les cas où il y a des témoins visuels, ou s'il y a des gens quand même qui ont vu des gens prendre en feu devant eux.
C'est donc, on est quand même, là, on peut plus dire, c'est l'effet bougie, le gars, il a brûlé, puis le feu a monté. Non. Il y a des gens qui disent, j'étais assis autour de la table avec, je me rappelle, un camp en Angleterre où les gens sont réunis dans une cuisine, et puis il y a une femme qui est là à la table, elle ne se sent pas bien, et soudainement, elle recule, elle a quelques contractions, et soudainement, pouf, elle s'allume comme une torche. Alors là, l'hypothèse proposée par les sceptiques, c'était quelqu'un a dû passer dans la rue, a lancé son botch de cigarette par la fenêtre, ça a tombé dans le corset de la fille, puis après en feu. Alors écoute, là, ça devient un peu ridicule. Tu sais, là, à un moment donné, à force d'étirer la sauce, et ça, on n'a pas d'explication. Un cas, c'est l'an dernier, où il y a 2 ans à peine, un cas qui se passe, si ma mémoire est bonne, en Norvège. On a, pour une des premières fois, un médecin légiste en Norvège a déclaré durant une enquête, parce qu'il y a une personne, un homme âgé, 78 ans ou 80 ans, qui vivait dans un appartement qui était relativement autonome. À un moment donné, on est sans nouvelles, et puis là, il y a des gens qui s'inquiètent. Les policiers se rendent sur place et on va découvrir le bonhomme en question au milieu de son living room réduit en cendres. Alors, on appelle un médecin légiste, et si ma mémoire est bonne, ça date, je crois, de 2014 ou 2013, peut-être. En tout cas, c'est tout à fait récent. Et le médecin légiste, appelé sur place, va conclure un cas de combustion humaine spontanée, et ce sera le rapport qu'il va déposer devant les enquêteurs du coroner et de la police, parce qu'il y a une sorte d'enquête qui est ouverte sur la mort du bonhomme. Et ses conclusions au légiste, c'est que notre sujet est décédé par un cas de combustion humaine spontanée. Donc, on voit que c'est un sujet qui reste un peu tabou, on le comprend mal. Peut-être qu'il existe des explications tout à fait rationnelles à ça, mais dont le comportement du feu est si bizarre qu'on doit introduire une équation surnaturelle pour essayer de la visualiser. Mais pour l'instant, il y a quelques cas qui semblent échapper à toute explication rationnelle. Avec Big Brother qu'on a partout, j'imagine qu'un jour, peut-être qu'on aura ça visuellement. Vision de quelqu'un qui spontanément, ça demande des cas excessivement rares quand même. Dans le cas des combustions humaines spontanées, ce sont des cas relativement rares. Parce que Mme Conway, là, je regarde la photo, là, c'est hallucinant. Et moi, j'ai rencontré donc les enquêteurs qui avaient travaillé là-dessus, qui m'ont remis les photos de Mme Conway. Puis c'est vrai qu'on regarde ça, puis on se dit, mais mon Dieu, c'est tout à fait invraisemblable. Et là, évidemment, les sceptiques ont dit oui, mais la chaise sur laquelle se trouvait Mme Conway était faite comme une sorte d'éponge. Hein. On a le rembourrage. La genre de mousse. La mousse, cette mousse-là, évidemment, ça l'a flambé, elle a déclenché les flammes. On est tous d'accord avec ça. Mais quand on a refait des essais avec une mousse semblable, on réussit pas en 9 minutes à réduire le corps d'un cochon. Même un cochon, là, on ne réussit pas ensemble. On n'arrive pas à le brûler de cette manière-là. Donc, même, si le feu, cette fameuse mousse, ce rembourrage du fauteuil, même si ce rembourrage a contribué à alimenter les flammes, à les faire progresser plus rapidement, elle n'explique pas l'état dans lequel on a retrouvé le corps de Mme Conway. Très intéressant. Maintenant, Laurence, on parle de l'horloge de l'apocalypse. Ben oui, quelques nouvelles d'actualité. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'horloge de l'apocalypse? Il y a ça quelques années. Oui. Donc, et toi, Laurence? Jamais, moi. Jamais? Non. Donc, l'horloge de l'apocalypse ou l'horloge de la fin du monde, on s'entend, elle est là, on vient de la ramener. Hier, on a appris que les scientifiques l'avaient ramenée à 2 minutes et demie. Avant minuit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette horloge? Faut pas imaginer une horloge physique, là. C'est pas une horloge sur un mur qui fait tic-tac, tic-tac. Il y a un groupe de chercheurs, notamment dans le domaine nucléaire aux États-Unis, qui s'appelle, le Bulletin of the Atomic Scientists, qui est composé par des scientifiques dans le domaine atomique, certains d'entre eux d'ailleurs des prix Nobel. Et ces gens-là, d'abord, l'organisme a été créé en 1945, au lendemain des explosions atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et puis, cette histoire d'horloge, elle a été créée, on comprend bien que c'est une horloge, une sorte de métaphore. Hein. Ils ont créé l'idée de cette horloge en 1947, alors qu'on commençait cette fameuse guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Donc, cette horloge, elle marque le temps avant minuit, minuit étant l'heure de l'apocalypse. Donc, elle cherche à sonner l'alarme en disant « Attention, les tensions sont proches de l'apocalypse ». Et donc, cette horloge-là, lorsqu'il y a des détentes entre les superpuissances, évidemment, cette horloge-là, on recule l'heure, 20 minutes, 10 minutes avant minuit, et plus les tensions montent, plus elles se rapprochent de ce fameux minuit. Et là, ce que l'on sait, c'est qu'elle était, depuis 2015, elle était à 3 minutes avant minuit.
Et là, voilà la semaine dernière, les scientifiques, après s'être réunis, ont décidé de lui retirer un 30 secondes. Donc maintenant, on est à 2 minutes et demie avant la fin du monde. Et ça sonne l'alarme parce qu'au début, bien sûr, dans les années 40, les années 50, la préoccupation des scientifiques, c'était l'arme nucléaire. Donc, on regardait comment se développait l'arsenal nucléaire à l'échelle mondiale. Puis là, on se disait, plus il y a de gens qui ont la bombe, plus ils ont chance de la faire sauter. Ici, elles font sauter. Ils ne se feront pas nécessairement des amis. Donc, ça va entraîner des ripostes. Donc, c'était un peu ça. Et on comprend que c'était surtout la préoccupation des deux super grands, donc les États-Unis et la Russie. Là, maintenant, on sait que beaucoup de pays ont l'arme nucléaire. Donc, évidemment, ça contribue à cette préoccupation, mais on prend également en compte d'autres éléments qui sont de plus en plus préoccupants dans nos sociétés actuelles. Par exemple, le réchauffement de la planète, des problèmes économiques, des problèmes politiques. Donc, tout ça mis ensemble, ces chercheurs-là se penchent là-dessus et regardent un peu l'état. On prend le pouls de l'humanité et à quel point on est proche du chaos. Et là, visiblement, ce 30 secondes, on comprend, on a ramené ça à 3 minutes il y a 2 ans parce que les tensions ont augmenté entre la Russie et l'administration d'Obama. On le sait que M. Poutine et M. Obama ne s'entendaient pas très bien. Et là, voilà que l'élection de Donald Trump évidemment, semble inquiéter beaucoup de gens. Et quand on sent dans des discours de Donald Trump, quand il dit, par exemple, nous allons éradiquer l'islam intégré, radical de la face du monde, on sent qu'il y a là, en fait, c'est pas une main tendue vers les négociations, là. Et donc, on le sait, Donald Trump n'a pas hésité à laisser planer le spectre de l'utilisation de l'arme nucléaire si besoin était de l'utiliser. Donc évidemment, ça préoccupe beaucoup de gens et on le sait, il le fait maintenant que de plus en plus de services de renseignement jouent, semble-t-il, des rôles de coulisses actifs dans des décisions politiques. Qu'on pense par exemple les accusations qui depuis à peu près 2 ou 3 mois maintenant fusent de partout, accusant les services de renseignement soviétiques d'avoir joué un rôle dans l'élection américaine. On se rappelle également que le FBI ont littéralement torpillé la campagne politique d'Hillary Clinton. Donc, quand on voit tous ces éléments-là, ça devient de plus en plus préoccupant. Le réchauffement de la planète, les problèmes écologiques que Donald Trump semble définitivement faire fi en disant, il a même fait retirer une page où on parlait du réchauffement de la planète. Enlevez ça de là, ça n'a pas de bon sens. Et Donald Trump croit que le réchauffement de la planète est un leurre, ça fait partie des théories du complot et que c'est les Chinois qui ont inventé ça. Donc ça, c'est chinois. Donc ça, c'est la vision de Donald Trump. Donc tous ces éléments-là, on le comprend, préoccupent de plus en plus les communautés scientifiques à travers le monde et c'est la raison pour laquelle on a rapproché en fait le temps de l'apocalypse de 30 secondes et ça veut dire il faut vraiment réfléchir à ce qui se passe avant que le monde tombe dans le chaos. Mais Christian, dans les prochaines semaines, on va se rapprocher de plus en plus de l'apocalypse, je te le garantis, puisque tu sais quoi? Il a décidé de faire construire son mur. Non, qui existe déjà. VTL ramène Occupation Double. D'après moi, ça va être le coup de grâce. Ça, c'est terminé. Yes! Pour te dire, par exemple, c'est dans l'histoire de l'humain, depuis que l'histoire de cette horloge symbolique existe, à 5 reprises seulement, elle a été reculée avant 3 minutes. Donc 3 minutes et en deçà. En 1949, on est passé de 7 minutes à 3 minutes lorsque les Soviétiques ont utilisé pour la première fois l'arme atomique. Donc à ce moment-là, il y avait le monde a été pris d'une préoccupation. En 1953, on est passé de 3 minutes à 2 minutes, qui était d'ailleurs le point le plus proche du minuit, là. C'est à ce moment-là. En 1953, lorsque les Américains ont testé pour la première fois la bombe à hydrogène. En 1984, on est passé de 4 minutes à 3 minutes parce que les relations entre la Russie et les États-Unis étaient à peu près à leur plus bas. Il aura fallu l'intervention notamment de Ronald Reagan qui a réussi, somme toute, à ramener le dialogue. En 2015, comme je l'ai mentionné, on est passé de 5 minutes à 3 minutes parce que, d'une part, il y avait la préoccupation d'une prolifération à l'échelle internationale de l'armement nucléaire, des problèmes avec, bien sûr, le réchauffement climatique et les tensions entre Washington et Moscou sur le désarmement nucléaire. Et puis voilà, maintenant, en 2017, on est passé de 3 minutes à 2 minutes et demie grâce à l'élection de Donald Trump. Très intéressant. Maintenant, on nous dit que dans l'article, on entend un
mais qu'est-ce que c'est? Ouais, et ça, on essaie de trouver l'explication. Et ça, c'est assez amusant parce que ça remonte à l'été dernier. Donc, je vous mets un peu dans le bain. On se trouve là, complètement dans le Nunavut, littéralement à la frontière de l'Arctique. On se trouve au détroit de Fury et Hekla. C'est un petit bras de mer qui se trouve à 120 km au nord-ouest d'Iqaluit, qui est une communauté inuit qui se trouve là. Et là, voilà que l'été dernier, les chasseurs inuits disent entendre, venant des eaux de ce bras de mer-là, ils disent entendre un et ce semble avoir fait fuir le gibier. Donc, on emmène, les chasseurs sont là, on va en bateau sur le détroit, il n'y a apparemment plus de poissons et le détroit est quand même reconnu pour des grandes quantités de phoques et aussi des communautés de baleines. Il n'y a plus rien. On a déserté le détroit. Alors évidemment, ça devient un sujet de préoccupation pour les chasseurs inuits. Ils en parlent au chef de la communauté et là, éventuellement, ça va les rejoindre, il va avoir écho à Ottawa. Et l'été dernier, Ottawa a ordonné à l'armée canadienne d'aller faire un survol. Donc, on a envoyé un avion Aurora qui a survolé le détroit pendant 90 minutes. Et les gens n'ont pas entendu le mais par contre, ils ont vu des communautés de baleines et de narvals dans le détroit. Donc, ils ont dit, si ce homme a existé, visiblement, il n'est plus là. Et visiblement, le détroit a retrouvé sa faune locale, tu sais. Mais le homme est revenu, et là, les Inuits ne sont pas les seuls à l'entendre. Il y a même des plaisanciers, des gens qui ça donne à des sports extrêmes, qui sont allés naviguer dans ces eaux, qui eux aussi ont entendu le homme, et visiblement, à nouveau, la faune a disparu du détroit. Et là, les Autochtones sont de plus en plus préoccupés. Et là, donc, depuis mercredi, et ça jusqu'au 2 février, l'armée canadienne a décidé d'envoyer un contingent sur place pour essayer de déterminer quelle est la nature de ce bruit et, bien sûr, quoi produit le bruit et comment expliquer ou justifier la disparition de ce gibier. Là, évidemment, ça a donné naissance à des théories du complot. On a accusé notamment une compagnie minière locale d'avoir utilisé des sonars pour faire de la prospection sous-marine, ce que la compagnie Baffinland dit non, on n'est pas impliqué là-dedans. D'autres ont accusé, ça m'a fait sourire, on a accusé Greenpeace d'utiliser des sortes de micro-ondes pour faire sauver le gibier. Voilà, pour que le gibier se sauve du détroit, pour empêcher les chasseurs de se livrer à la chasse aux phoques. Donc, tu vois, il y a des théories du complot qui circulent. Certaines sont un peu amusantes. Mais bref, les autorités canadiennes prennent très au sérieux cette histoire de homme. Et donc, depuis mercredi, il y a des gens qui sont sur place. Il y a des contingents aussi de rangers qui sont composés de réservistes inuits. Donc, qui sont les premiers préoccupés par le problème, qui sont également sur place. Et on essaie de trouver une explication à ce mystérieux homme. Est-ce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça, un mystérieux bruit? Non, ça c'est assez amusant parce que, depuis quelques années, sur Internet circulent ce qu'on appelle les trompettes de l'enfer. Donc, des sortes de bruits qu'on entend un peu partout à travers le monde et qui seraient un peu... il faut comprendre que dans la philosophie ésotérique ou mystique, il y a l'idée de Gaïa. Gaïa, c'est le nom que l'on donne à la Terre, donc l'entité de la Terre, comme si la Terre était un être vivant et que là, évidemment, à cause des problèmes de réchauffement de la planète, à cause des problèmes écologiques, c'est comme si Gaïa se réveillait et envoyait un signal d'alarme. Donc, c'est ce que l'on croit ou l'on dit à être les fameuses trompettes de l'enfer, ces fameux bruits qu'on entend dans le ciel un peu partout à travers le monde et qui circulent sur Internet. La grande problématique, c'est qu'on ne sait pas trop comment ces enregistrements-là sont faits. On s'étonne, par exemple, que quelqu'un dise on a entendu des trompettes, par exemple, à New York, mais qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'ait enregistré. Qu'on se dit quand même, New York, il y a du monde là. Il devrait avoir tous les réseaux locaux qui ont enregistré ça, la télévision. Non, on n'a que le gars au coin de la 53e qui lui dit qu'il a capté ça. Dans bien des cas, des enquêtes ont démontré que c'était de l'outillage agricole, de l'outillage forestier qui était utilisé, notamment dans les grandes régions où on fait des abattages de la coupe d'arbres. On sait qu'il y a des appareils qu'on utilise, des machines qu'on utilise qui produisent un bruit
qui ressemble à une sorte de sifflement qu'on peut entendre dans l'air et qui peut être associé à ces fameuses trompettes. Dans d'autres cas, on croit qu'il s'agit sans aucun doute d'un canular. Et il y a même un film qui existe où on a de ce bruit-là. On sait qu'on a pris un extrait audio d'un de ces films pour l'utiliser. Donc, il y a eu manipulation. Donc, ça reste discutable, ces enregistrements-là, d'où ils viennent. Mais une chose est sûre, ces hommes-là, il y a quand même certains de ces hommes qui sont tout à fait authentiques. Et il y en a un qui est particulièrement préoccupant pour les Canadiens, c'est celui de Windsor en Ontario. Donc, depuis quelques années, je dirais depuis 5 ans, les habitants de Windsor sont réveillés parfois la nuit par ce bruit, une sorte de basse fréquence dans l'air. Et quand on l'entend, ça ressemble effectivement à un homme. La ville de Windsor a été très préoccupée par ça. Donc, il existe plein d'enregistrements. Là, on est bel et bien dans une réalité, là, et non pas une manipulation. Donc, ce homme-là, il existe. La ville de Windsor a engagé des spécialistes pour essayer de déterminer quelle était la source de ce homme. Et eux, ils ont ciblé une région de Détroit. Donc, on est de l'autre côté de la Rivière Rouge. Et de l'autre côté, on a Détroit et il y a une île une petite île qui est très, très industrialisée, qui s'appelle Zug Island. Et on croit que c'est de la machinerie utilisée dans Zug Island, notamment de la machinerie utilisée dans la prospection minière, qui produirait le homme. Donc, les gens de Windsor, les autorités de Windsor, la ville de Windsor a adressé une demande aux autorités de Détroit pour leur demander de faire une vérification de leur côté sur l'île de Zug Island pour voir si le homme vient de là. Et Détroit, on fait un peu la sourde oreille en disant, nous, on n'a pas d'argent à investir là-dedans. Fait que si les gens de Windsor sont dérangés, qu'ils se mettent des bouchons, puis qu'ils dorment, puis ça va finir bien. Donc, c'est un peu ça qu'on a répondu. Mais ce homme-là, il est bel et bien présent. On croit que ça proviendrait de machinerie de Zug Island, mais bon, le homme, dans le cas du homme de Windsor, il est tout à fait réel. Ce soir, on passe la soirée avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal, et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers. On vous invite à aller faire un tour sur sa page Facebook, Christian Page, et aussi sur sa page web christianpage.ca. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Wow, Marceau, le soir. Radio X. L'enquêteur du paranormal est avec nous, Christian Page, que vous pouvez entendre à la radio une fois de temps en temps avec nous et à la radio du 98.5 Montréal avec du Trizac. Vous pouvez le voir aussi à la télé, c'est encore plus le fun quand vous pouvez le voir sur les ondes du canal Hysteria. Qu'est-ce que tu nous présentes dans les dernières émissions puis dans les prochaines, là? En fait, la série vient d'être complètement présentée, donc il va y avoir des reprises, donc je peux pas te dire quelles sont les reprises. Ça a été quoi les plus gros sujets que tu as abordés? En tout cas, moi, mes favoris. Pas forcément ceux qui m'ont fait le plus d'amis. Ça a été notamment les médiums. Oui. Parce que faut dire que les médiums, ce que j'avais fait, et ça c'était vraiment assez amusant, j'ai pris 3 médiums et je les ai amenés dans un lieu soi-disant hanté à Montréal, qui était le fort de l'île Sainte-Hélène, qui est devenu aujourd'hui maintenant le musée Stuart. Bon, le fort a été utilisé, il y a eu plusieurs vocations. On sait, mais il n'y a jamais eu de grande bataille au fort. Et on sait qu'à un moment donné, il a servi un peu, pas de prison, mais des Italiens, par exemple, des gens qui venaient d'Europe à une époque où, c'était le régime de Mussolini. Les Italiens étaient un peu considérés comme des ennemis du pays, donc ils étaient mis en résidence surveillée, justement, dans des locaux au Fort Stuart. Donc, c'est une histoire qui est bien connue. J'avais invité des médiums sur place, donc 3 médiums, ils sont arrivés sur place, ils se sont promenés dans les bâtiments, et puis là, ils ont raconté, oui, je vois des fantômes, je vois ci, je vois ça. Mais l'information qu'ils ont donnée était ni plus ni moins l'information qu'on peut retrouver en googlant sur Internet, en allant voir, par exemple, le site de Wikipédia. On retrouve à peu près toute l'information qu'ils ont donnée. Alors, évidemment, moi, j'ai posé la question à l'écran en me disant, oui, mais bon, c'est beau que nos médiums nous racontent ça, mais comment savoir si ça vient de l'au-delà ou de Wikipédia? Donc, ce que j'avais fait en parallèle, le méchant, j'avais inventé une maison hantée. Oh. Toi, ça! Mais oui, j'avais fait ça. Donc, j'avais choisi une maison abandonnée dont je connaissais le propriétaire. Je connaissais parfaitement l'historique de la maison. Il n'y avait jamais eu
d'éléments de violence dans cette maison. Parce qu'il faut savoir, hein, les médiums, on regarde ça souvent, si vous voyez des émissions, ont toujours à peu près le même discours. Vous les amenez quelque part, puis c'est toujours des histoires d'horreur au superlatif. Oh, il y a eu de la violence contre des enfants ici, des forces ténébreuses, le diable. C'est toujours des rites sataniques. C'est vraiment l'histoire au superlatif. Jamais on les amène d'une maison où, c'est assez banal. Ouais. C'est jamais ça. C'est toujours quelque chose. Alors, m'inspirant de leur discours, j'ai pris cette maison abandonnée et qu'il n'y avait eu aucune histoire de ce genre-là, et j'en ai inventé une histoire. Là, j'ai raconté qu'un homme s'était suicidé au sous-sol, que depuis son suicide, des gens, les locataires qui avaient vécu dans cette maison-là, avaient vécu des expériences paranormales, mystérieuses, une ombre que les gens disaient voir, observer au dernier étage de la maison, toutes sortes de trucs là, tout à fait sordides, mais directement inspirés du discours que l'on retrouve chez les médiums. Et j'avais volontairement placé des vêtements dans la maison pour laisser croire que les anciens locataires avaient fui les lieux rapidement en abandonnant derrière eux des objets. Cette histoire-là, je l'ai publiée dans Internet quelques semaines avant d'inviter mes médiums, bien sûr. Fait que là, on avait les photos de la maison, l'historique de cette maison-là, complètement inventé. Et bien sûr, j'avais baptisé cette maison-là la Maison Fortin. J'ai dit à mes médiums, je les ai contactés, j'ai dit, on va vous amener à 2 endroits et on aimerait avoir votre feeling. Le premier, c'est le phare de l'île Sainte-Hélène et le deuxième est une maison abandonnée. Je les ai pas dit hantée, j'ai dit une maison abandonnée à Contrecœur qu'on appelle la Maison Fortin. Je ne les ai pas donné plus d'informations que ça. Je voulais voir si ces gens-là iraient voir sur Internet et ils restent documentés. Alors, je les amène au phare de l'île Sainte-Hélène, ils me racontent l'histoire bien connue du phare. Peut-être que ça venait de l'au-delà, mais bref, c'est une information qu'on retrouve aussi sur Wikipédia. Quand je les ai amenés à la Maison Fortin, ben là, évidemment, la seule histoire que l'on peut retrouver de la Maison Fortin sur Internet, c'est celle que j'ai inventée. Alors, avant que ces gens-là entrent dans la maison, là, je parle de mes 3 médiums. Ouais. Avant que mes médiums entrent dans la maison, je les ai demandé, avez-vous lu quelque chose sur cette maison-là? Êtes-vous au courant de l'histoire de cette maison? Ils m'ont tous dit non. Ils ont entré dans la maison et ils m'ont raconté 100% l'histoire que j'avais inventée qui circulait sur Internet. Oh. Les trois. T'aurais dû voir leur visage déconfit en sortant de la maison. Écoute, ils m'ont donné un show, là. Ils n'ont pas peur des mots, là. L'un d'eux est sorti littéralement à 4 pattes de la maison, presque en train de vomir sur les escaliers. Un autre, on avait laissé son micro sur lui. Là, il est sorti de la maison. Ouais. Le caméraman dit, Christian Page, je vais vous parler. Il dit, non. Il dit, là, je dois m'isoler. Il est allé rejoindre un de ses amis dans son véhicule. Il avait encore son micro sur lui. Et là, il disait, moi, là, je reviens cette nuit, moi, mettre le feu à cette maison-là. C'est épouvantable ce que j'ai ressenti dans la maison. Écoute, là, vraiment, l'histoire absolument aberrante. Il y a une autre médium, elle est sortie. Il lui a fallu une demi-heure avant qu'elle puisse me parler parce qu'elle était trop ébranlée, disait-elle, parce qu'elle avait vu dans cette maison. Alors, quand je me suis approché d'eux, là, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Et là, ils m'ont exactement répété, mot à mot, à peu près ce que j'avais inventé sur Internet. J'aurais dû voir leur visage déconfit quand je leur dis, ouais, mais le problème, c'est que vous me racontez, c'est ce qu'on retrouve sur Internet. Ah, mais nous, on n'a rien lu là-dessus. Peut-être, mais c'est quand même curieux que ce que vous me racontez, c'est exactement ce que l'on trouve sur Internet et que ce que vous me racontez est faux de A à Z, puisque c'est moi qui ai inventé cette histoire-là. Et là, écoute, le froid qui s'est installé, là... Bon, je dis pas que... Et là, c'est drôle parce qu'on assiste à ce que... Ils reviendront plus visiter des maisons avec toi. Non, ils n'ont pas aimé leur expérience. Et là, on tombe... C'est assez amusant parce qu'on tombe dans ce que moi j'appelle la malédiction du journaliste. Là, évidemment, quand cette émission-là a été présentée, tout le monde a dit, mais c'est aberrant, on voit, les médiums, c'est des escrocs, on voit bien ça. Mais là, évidemment, il y a plein de gens qui se prétendent médiums, qui ont vu l'émission, puis eux ont écrit sur ma page Facebook ou sur la page de l'émission, l'enquêteur du paranormal, c'est parce que ces médiums-là n'étaient pas bons. Nous, on est bons, moi je le sais que je suis en contact avec l'au-delà, moi je suis pas comme ça. Donc, c'est toujours la même chose. À toutes les fois où un journaliste essaie de faire une émission sur les médiums, il tombe jamais sur les bons. Finalement, les bons, c'est toujours ceux qui regardent ces émissions-là, mais jamais ceux qui sont dedans l'émission. Alors, ce que moi j'ai fait,
Là, je voyais un peu des commentaires, mais c'est simple. Si vous dites que j'avais des pas bons médiums, puis que vous êtes des bons médiums, moi et un mentaliste québécois bien connu qui fait du spectacle, qui s'appelle Vincent C., je sais pas si vous connaissez. Oui. On a offert chacun, moi et Vincent, on a mis 2000 $ dans une cagnotte. On a accès, on dit, n'importe quel médium, on a besoin de 1 heure de votre temps. Et si c'est pas beaucoup, là, 1 heure de votre temps, dans des conditions rigoureuses, si vous êtes capable de nous prouver que vous êtes en contact avec l'au-delà, puis Vincent, comme c'est un spécialiste de la triche, évidemment, il est bien placé pour savoir, pour mettre en place un mécanisme qui va être étanche à la fraude. On dit on a besoin à peine d'1 heure de votre temps. Si vous nous prouvez que vous êtes en contact avec l'au-delà, vous êtes en mesure de nous fournir une information, on vous remet le 2000 $, pas de question. Déductible d'impôt, tout ce que vous voudrez avec ça. Ça a dû faire la file? 0. Aucun. Bizarrement, ces gens-là font des consultations à 75 $ l'heure. Et là, on leur offre 2000 $ pour 1 heure. Uniquement en se soumettant à des règles précises, 0 s'est présenté. Alors l'offre tient toujours. Je sais pas si Vincent nous écoute ce soir, mais lui aussi maintient toujours. Donc il y a 2000 $ dans cette cagnotte. Et jusqu'à maintenant, aucun médium au Québec ne s'est présenté pour empocher la cagnotte. OK. Puis je te pose une question comme ça parce que ce que tu nous as raconté de la maison, des médiums qui s'étaient pointés à la maison, de l'histoire que toi-même tu avais écrit, que tu avais mis sur les internets, que les médiums avant de se pointer là avaient probablement consulté. Oui, absolument. Ils t'ont raconté toute la même histoire, puis ils t'ont dit non, on n'a rien lu sur Internet, mais finalement t'arrives, tu leur dis c'est parce que c'est moi qui ai inventé l'histoire, qui l'a mis sur Internet. Est-ce que eux avaient signé quelque chose avant? Ouais. C'est ça. Non, en fait, après l'émission, ils ont signé ce qu'on appelle un release, là, un document de droit. Là. Puis ils ont participé à l'émission. Ça a été présenté comme ça. Est-ce que tu as brouillé leur visage? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça. Écoute, c'est sûr qu'ils ont pas eu le beau rôle. C'est sûr que ça, évidemment, c'est pas fabuleux. Okay. Mais bon, ils avaient signé une libération de droit. Mais comment certaines personnes, comme ce type de personnes que tu as rencontrées, sont capables de berner autant de gens? Parce qu'à un moment donné, là, t'as sûrement un de tes chums ou une de tes amis qui t'a dit, moi, Christian, j'en connais une, vraie médium, elle m'a dit plein d'affaires de mon passé puis de mon futur, puis c'est arrivé. Ouais, parce que ça se fait souvent dans des conditions qui sont pas contrôlables. C'est-à-dire que les gens nous disent, je suis allé voir un médium, puis je suis allé le voir chez elle, puis là, elle m'a raconté plein de trucs, puis c'est plein de trucs qui se sont passés. Bon, dans un premier temps, il ne faut pas sous-estimer que ces gens-là, ces médiums-là font ce qu'on appelle, ou les magiciens m'ont appelé, du cold reading. C'est-à-dire que ces gens-là apprennent très facilement à décoder le langage non-verbal. Donc, vous êtes assis devant le médium, là, il commence à dire, je vois une femme, tu fronces les sourcils, tu t'en rends pas compte, mais tu fronces les sourcils, lui, il le voit, donc il sait qu'il est sur la mauvaise piste. Il dit, finalement, c'est peut-être pas une femme, peut-être un homme, tu as 50% de chance de tomber dessus. Et là, donc on regarde de quelle façon tu réagis, on tend la perche sur plusieurs éléments, on joue aussi beaucoup sur des éléments statistiques, et là, à partir de là, on va aiguiller nos réponses en fonction de ça. Et on dit beaucoup de choses. C'est ça que les gens ont tendance à ne pas comprendre. On est tous humains et on aura tendance à retenir ce qui fonctionne et à oublier ce qui ne fonctionne pas. Donc, les gens me disent, je suis allé voir ma médium, elle était très bonne, et là, tu lui dis, OK, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit que je gagnerais une somme d'argent. Et j'ai gagné 50 $ dans un gratteux. Bon, OK, ça doit être ça. Elle me dit que j'aurais un accident. Et finalement, j'ai glissé dans l'escalier. OK, c'est ça. Donc, on voit que c'est assez léger, c'est assez vague qu'on peut associer toutes sortes de situations. Ça. Et là, un coup qu'elle te sorti ça, elle dit, la personne va dire, 5-6 trucs. Et là, tu dis, ça, c'est ce qu'elle t'a dit. Elle dit, ah oui, tout ça, c'est produit. Elle t'a dit 6 trucs en 2 heures. T'étais là 2 heures, puis elle te dit 6 trucs. Mon Dieu, si j'étais ton mari, je serais jaloux. Qu'est-ce que vous avez fait le reste du temps? Hein? Alors là, on comprend que dans le fond, il y a beaucoup plus de choses qui s'est dit, mais finalement, on n'a retenu que les choses qui se sont produites. Les autres sont oubliées. Mais bien sûr, à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément des trucs qui vont se produire, et ce sont ces trucs-là qu'on va retenir. Et ça, les médiums exploitent ces situations-là. C'est un peu ça qui se passe. Dès qu'on met des conditions, des règles un peu rigoureuses, là, on se rend compte que tout ça tombe dans l'univers de la statistique
ou encore que ça relève essentiellement du cold reading. Et c'est ce que là, moi et Vincent, on a dit, écoutez, si vous avez vraiment des dons, moi je serais tout à fait surpris et je dis pas qu'il n'y a pas de ces médiums-là. Hein. J'ai déjà évoqué, je pense ici, des cas où des policiers ont travaillé avec des médiums et qui ont apporté des résultats. Au Québec, entre autres. Au Québec, notamment, on a parlé notamment de l'affaire du jeune Maurice Vien, dans ces fameuses disparitions du 1er novembre 84, où 3 enfants étaient disparus à Montréal. Et on sait que l'un des corps a été trouvé par un médium, en fait aiguillé par un médium, et c'est un hypnothérapeute de Beauport qui avait retrouvé le corps de l'enfant en question, et tout ça sur les indications d'un médium. Donc oui, il y a des cas bien documentés, oui, il y a des cas où les services de police ont fait appel à des médiums avec certains résultats. Malheureusement, ça reste des cas d'exception. Le médium qui dit « je suis médium et pour 75 $, je vais tirer des gens comme ça, invite des gens chez lui ». Moi, ça, je mets un sérieux bémol là-dessus. Je pense que s'il y a des gens réellement qui ont cette habilité, puis je le mets entre guillemets, là, s'il y a réellement des gens qui ont l'habilité d'être médium, je pense que ça ne se contrôle pas de manière aussi spontanée que eux prétendent le faire. Donc, quand les gens disent... Quand ça marche à tous les coups, parce que c'est ça que ces médiums-là vous offrent. Pour 75 $, ça marche à tous les coups. Quand ça marche à tous les coups, ce que un siècle de recherche en parapsychologie nous a appris, quand ça marche à tous les coups, c'est qu'il y a forcément un truc. Et c'est ça qui est malheureux. Les gens se font berner par ça. Paraît que t'es jamais venu avec moi dans un bar. Mais pour ce qui est du jeune Maurice Vien, là, ouais. Est-ce que toi, t'avais réussi à remonter jusqu'à cet homme-là, ce médium-là, qu'on appelait à ce moment-là Monsieur X? Monsieur X. Bien sûr, j'étais impliqué dans cette histoire-là. Ouais. Donc, je sais un peu comment ça s'est passé. Donc, Monsieur X, sans révéler son nom, disons que c'est un homme de la couronne nord de Montréal. Son métier, là maintenant il est à la retraite, mais son métier était notamment de vendeur d'automobiles. Donc on voit rien trop associé à la médiumnité. Ce qui va se passer, pour situer un peu les auditeurs qui connaissent pas l'histoire, on a ce 1er novembre 1984, 3 enfants disparaissent à Montréal. Donc le premier étant Maurice Vien, 4 ans, il disparaît du quartier Centre-Ville. Et puis 2 ou 3 heures plus tard, 2 autres jeunes qui s'amusent dans un parc Hochelaga-Maisonneuve, Wilton Lubin et Sébastien Métivier disparaissent à leur tour. Donc, 3 enfants disparus dans le bas de la ville de Montréal le même jour. On n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un même ravisseur, mais on comprendra que pour la police de Montréal, 3 enfants qui disparaissent le même jour, à peu près dans le même secteur, il doit y avoir un lien. Donc, très rapidement, on se met à chercher les enfants, on cherche les terrains vagues, les hangars abandonnés, on essaie de retrouver ces enfants-là. Et puis voilà que 48 heures après la disparition de ces enfants, on va retrouver un blouson de Maurice Vien le long de l'autoroute 20 dans le secteur de Chambly à peu près. Donc les policiers trouvent ce blouson-là et à partir de là, on a compris que le terrain de la recherche s'élargit. Les enfants qu'on cherchait à Montréal, on sait maintenant, puisque le blouson a été retrouvé le long de l'autoroute 20, on sait que les enfants ne sont peut-être plus à Montréal, mais ils sont quelque part à l'échelle du Québec, peut-être même ailleurs au Canada. Donc, le terrain est très élargi. C'est à partir de là que un hypnothérapeute de Beauport va décider, lui, faut comprendre, on est au début des années 80, toutes sortes d'idées sont véhiculées dans le domaine de la parapsychologie, et l'une de ces idées, c'est que un sujet habile, donc un médium, placé en état d'hypnose, verrait ses habiletés psychiques augmenter. Donc, notre hypnothérapeute de Beauport décide de partir de ce principe. Il se rend donc chez ce médium qu'il connaît pour ses habiletés de médium et il décide de le placer en état de transe hypnotique. C'est pas vraiment, dans le cas présent, c'est pas vraiment une transe hypnotique, c'est plutôt un état de relaxation soutenue, très, très, très relax. Et là, notre médium, donc Monsieur X, va fournir des informations. Il dit, je vois l'enfant, il est décédé. On va se concentrer sur un cas et on choisit donc le plus jeune des enfants disparus, le Maurice Vien, qui avait 4 ans à l'époque. Donc, on va se concentrer là-dessus. Notre médium va dire à ces gens-là, je vois le corps, Maurice Vien, il est décédé, il fournit des détails, il est mort, je vois une maison, un trou dans le plancher, le corps se trouve à cet endroit-là. Il va refuser d'accompagner les volontaires pour essayer de retrouver le corps de Maurice Vien. Ce qu'il leur dit, par contre, il dit, vous allez prendre votre voiture, vous allez rouler jusqu'à Chambly à peu près, donc c'est sur l'autoroute 20,
un peu avant la rivière Richelieu. Il dit, vous allez rouler jusque là, et puis là, vous allez trouver un téléphone et vous allez m'appeler. C'est avant l'époque des cellulaires. Donc, on a à ce moment-là cet hypnothérapeute de Beauport, Yvan Gagnon. Il est avec sa compagne, et on a un policier en congé qui s'appelle Steve Lynch. Donc, ces 3 personnes-là vont se rendre à Chambly, et là, vont trouver une cabine téléphonique, vont appeler Monsieur X, et là, Monsieur X va leur dire, vous allez prendre la route qui longe la rivière Richelieu et remonter vers le nord. Et là, il leur donne une série de détails ou de références géographiques. Ouais. Vous allez voir une maison avec des poteaux jaunes, vous allez voir une voie ferrée, vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Okay, mais excuse-moi, je t'écoute, là, c'est hallucinant. C'est comme si lui voyait où est-ce que les gens étaient rendus. Voilà. Et là, il lui dit, vous allez voir ça, et là, à un moment donné, vous allez voir une petite route, une maison rouge, vous allez tourner à votre gauche, et là, à un moment donné, regardez bien, vous allez voir une maison à l'orée d'un boisé, c'est là que se trouve Maurice Vien. Donc, ces gens-là remontent en voiture, vont se rendre, ils vont remonter jusqu'à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, vont localiser les repères géographiques qu'a fourni M. X. Ils vont tourner sur la rue, c'est Monseigneur quelque chose, Gravel, Monseigneur Gravel. Ils vont rouler sur Monseigneur Gravel, et à peu près, je dirais, 2,5 kilomètres après avoir quitté le bord de l'eau, là, parce qu'il roulait le long du bord de l'eau, il s'engage sur Monseigneur Gravel, roule à peu près 2 kilomètres, et là voit, à l'orée du boisé, une maison, les fenêtres placardées, exactement le type de maison qu'a décrit M. X. Ces gens-là vont s'arrêter. Yvan Gagnon va sortir de la voiture, va entrer de force dans la maison, va forcer une des portes placardées. Et là, dans un trou dans le plancher, se trouve le corps de Maurice Vien. Il est à moitié dévêtu, il repose sur le ventre, tel que l'a décrit M. X. Alors, ils vont contacter la Sûreté du Québec. Et c'est là qu'on trouve, c'est presque du vaudeville, hein. Les policiers arrivent sur place, vont interroger Gagnon, Lynch et sa compagne. Pourquoi êtes-vous là? Parce que l'enfant répète partout au Québec, là, en Gaspésie, à Québec, à Thetford-Mines, il répète n'importe où, là. Monsieur X doit avoir une délégation aussi. Pourquoi venir ici? Et là, eux disent, c'est un médium qui nous a dit de venir ici. Donc, on a suivi ses indications, puis ces indications nous ont conduits ici. Donc, tout ce beau monde-là se retrouve donc embarqué et ramené à Montréal, au QG de la Sûreté du Québec, pour être interrogé sur la façon dont ils ont retrouvé le corps de Maurice Vien. Entre-temps, on est au bulletin de 18h. Monsieur X, chez lui, à Joliette, allume la télévision. Et là, qu'est-ce qu'il voit à la télévision? On a retrouvé le corps de Monsieur et de Maurice Vien. On a arrêté les 3 bénévoles qui cherchaient le corps. Alors là, il comprend qu'il est dans l'eau chaude. Ouais. Et à ce moment-là, bien sûr, à la Sûreté du Québec, on se prépare à lancer un mandat d'arrêt, ou sinon un mandat d'amener contre Monsieur X. C'est lui-même, Monsieur X, qui va se rendre le lendemain matin au service de police de la Sûreté du Québec. Il se rend lui-même, il n'attend pas d'être arrêté, il se présente là-bas et il dit « Je suis Monsieur X, je sais que vous allez éventuellement m'arrêter ou à tout le moins m'interroger, donc je viens de mon propre chef. » Donc on va l'interroger. Il va fournir ces informations telles qu'il les a perçues et très rapidement, je te dirais pendant à peu près 48 heures, il va demeurer dans le collimateur de la Sûreté du Québec. Mais rapidement, il va être éclipsé, il est éliminé de la liste des suspects. Et visiblement, M. X, et je peux t'assurer, moi qui le connais personnellement, n'a absolument rien à voir, ni de près ni de loin, dans l'enlèvement de Maurice Vien. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Éventuellement, et là je parle de manière très officieuse, on n'a jamais, un mois après la disparition des enfants, on va retrouver le corps de Wilton Lubin, donc un des 2 autres enfants enlevés. On va le retrouver près des îles de Boucherville, dans le fleuve Saint-Laurent. Il a été agressé sexuellement et égorgé. On ne retrouvera jamais Sébastien Métivier, qui demeure toujours manquant. Et à ce moment-là, les policiers, officiellement, l'agresseur, le kidnappeur, n'a jamais été arrêté. On ne sait pas qui était le ravisseur ou s'il s'agissait d'un seul ravisseur. Pour les policiers de Montréal et ceux de la Sûreté du Québec, il semble assez clair, ils ont eu à un moment donné dans le collimateur un homme qui a été arrêté, qui est décédé depuis, qui avait été incarcéré, et les policiers ont des bonnes raisons de croire que cet homme était le kidnappeur, l'agresseur du jeune Maurice Vien, de Métivier et de Lubin. Malheureusement, on n'a jamais réussi à monter un dossier suffisamment étoffé pour porter des accusations ouvertes contre cet individu-là. Moi, les policiers m'ont dit que lorsqu'ils l'avaient interrogé, alors qu'il était détenu pour un autre crime, il était en prison pour un autre crime,
quand lui ont demandé de passer le polygraphe pour l'enlèvement notamment de Vien, Lubin et Métivier, le type s'est récusé, a refusé de parler, donc il s'est refermé sur lui-même. Visiblement, cette histoire-là le troublait beaucoup. Et dès qu'on abordait cette question-là, il refusait de parler, demandait à parler à un avocat ou simplement décidait de se retirer dans sa cellule. Éventuellement, il est décédé et pour les policiers, il est clair que le bonhomme en question avait un lien. Si ce n'était pas lui l'agresseur, il avait à tout le moins un lien avec l'agresseur ou la personne, le kidnappeur, le ravisseur des enfants. Quand Cédrica Provencher a été portée manquante, est-ce que vous avez eu idée d'aller voir Monsieur X pour lui demander? Ouais, ça c'est assez amusant parce que Monsieur X, après cet événement avec Maurice Vien, on le comprend, il a été très troublé par cet événement-là. Ouais. Se retrouver soudainement comme ça parachuté avec des possibles accusations qui planaient au-dessus de lui. Donc après ça, il a agi avec énormément de discrétion dans des dossiers comme ceux-là. Je sais que éventuellement, il m'avait demandé, il m'a lui-même contacté, il m'a demandé d'avoir le numéro de téléphone de Martin Provencher, le père de Cédrica, et que j'ai fourni l'information. Maintenant, qu'est-ce qu'il est advenu de ça? Quelles ont été les relations? Quels ont été les échanges entre Martin Provencher et Monsieur X? S'il y en a eu, je l'ignore. J'ai pas eu de suivi sur le dossier. Christian Page, t'es toujours aussi passionnant. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'être passé. On invite les gens sur ton site web christianpage.ca. On les invite aussi sur ta page Facebook Christian Page. Encore des livres disponibles dans les bonnes librairies? Absolument. Donc, L'Enquêteur du paranormal, tome 1, 2 et 3 et L'Enquêteur du paranormal au cinéma. Et pour l'an prochain, en fait pour cette année, 2017, je vous annonce L'Enquêteur du paranormal et les théories du complot. Cool! Donc, on va passer le supposé faux alunissage de 1969 autour du World Trade Center, l'assassinat de John Kennedy, donc toutes les grandes théories du complot. L'alunissage. Ça peut pas être vrai, le drapeau américain, il flotte au vent, puis ça allume, il n'y a pas de vent. Ouais, puis ça peut pas être vrai parce qu'il n'y a pas d'étoiles sur les photos lunaires. Puis j'ai vu ça, une reconstitution dans le désert, ça donne la même affaire. Exactement. Comme tu vois, Laurence s'en va à Cabane à sucre après le show. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais souhaiter de passer une belle soirée à Cabane à sucre, puis beau week-end. Ben, toi de même, on se voit demain, mon cher Yann. Oui. Ah oui, c'est vrai, à l'atelier sur Grande Allée, on va être là. Oui, exact. Donc, venez donc faire un tour nous voir. Salut, bon week-end, on se retrouve lundi 19h30. Ciao! Marceau, le soir. Radio X.